Amel Debay, fondatrice et journaliste à l'Impertinent, qui est un journal numérique indépendant et payant, qui du coup s'offre le luxe d'être sans publicité et clientélisme, est mon invité pour ce bisou du jeudi. Salut Amel. Salut. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir accepté. On est en train de se faire, en fait, pendant ce petit bignon, on se faisait un peu d'acupressure, des choses pour faire redescendre un petit peu la tension. Il faut appuyer là, il paraît vers les côtes, comme ça. Oui, je suis assez stressée, c'est ma première radio, alors... Mais tu sais, moi, c'est ma première radio depuis 21 ans que je fais de la radio, donc d'accord. Comme ça, tous les deux, on est stressés. Bon, bah alors, parfait. Ton parcours, Amel, avant de parler de l'Impertinent, est-ce que tu as déjà fait du journalisme avant et sous quelle forme ? Oui, donc j'ai commencé par des stages au TV8 et puis à la région quand j'étais encore à l'école. Ensuite, je suis partie à Paris. Là, j'ai commencé dans la presse People parce que c'était un peu la seule presse qui allait me laisser ma chance, étant donné que j'avais pas de diplôme. Tu peux citer des marques ? Tu étais chez Voici J'ai commencé sur jean-marc-morandini.com. J'ai travaillé pour Public et Première, le site du magazine de cinéma, entre autres. Et puis ensuite, en revenant en Suisse, après quelques voyages aux États-Unis, j'ai travaillé pour le 20 minutes, le Nouvelliste, Vigous, la télé et Bon pour la tête. Pas faire les plus et les moins, mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier ? Qu'est-ce qui t'a déplu au niveau des rencontres, des personnes, du taf à faire ? C'est assez divers et varié comme CV, je l'avoue. Oui, effectivement. En fait, je me suis pas vraiment posé la question parce que pour moi, c'est plus une vocation. En fait, je me voyais pas faire autre chose. C'est un peu ma nature d'être curieuse, de toujours chercher à décortiquer les choses, de poser des questions, d'essayer de comprendre, de proposer d'aller un peu à contre-courant, de proposer d'autres visions sur les choses. Donc. Et ça, c'était compatible jean-marc-morandini.com et 20 minutes ? Oui, disons que je le faisais à ma façon. Bon, après, il y a aussi peut-être des raisons pour lesquelles ça n'a pas continué, mais et pour lesquelles j'ai fondé l'Impertinent. Mais bon, voilà, j'ai surtout beaucoup appris. Étant donné que j'ai pas fait d'études, le terrain était vraiment ma manière de me former, en fait. Ah, tu as appris sur le tas, comme on dit. Voilà. Sur le tas du clavier. Exact. Comment toi tu as vu un peu ces dernières années le journalisme changer, se modifier ? J'ai un ami qui a fait des études là-dessus sur la Sorbonne et on lui a tout de suite expliqué qu'on est passé du mass média au my média. Alors je traduis, du média de masse, c'est-à-dire ces grandes chaînes de télévision, ces grands journaux, aujourd'hui au my média qui est en fait la possibilité tout à chacun de s'exprimer sur les réseaux sociaux, de devenir un pseudo-enquêteur, pseudo-journaliste, de dire sa vérité. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup chamboulé les médias. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les gens se permettent un peu de... C'est comme avec les photographes, avec Instagram. Tout le monde devient un peu photographe. C'est ça. Il y a pas mal de métiers comme ça qui se sont un peu ubérisés, si je puis faire une comparaison. Mais je pense il s'agit un peu de la production de chaque journaliste, de l'expérience qu'il a accumulée et puis qui nous permet en fait de séparer le bon grain de l'ivraie, entre guillemets. Toi, tu l'as vu d'une bonne chose comme ça, cette parole libérée où tout le monde s'exprime ? Personnellement, vu mon parcours, je suis assez, je pose un regard assez critique sur le chemin tout tracé il faut obtenir ce tel diplôme, sortir. Tout le monde en fait a le même parcours, sort des mêmes écoles, et puis je suis pas sûre que ce soit vraiment favorable à une ouverture d'esprit, à un débat. Si je comprends bien, ça peut participer à une sorte de formatage, quoi. Voilà, oui, c'est un peu ma vision de la chose. En avril 2020, 20 avril 2020, c'est la création de l'Impertinent. C'était le 14. 14, d'accord. Quelques jours près, c'est pas grave, on peut dire ça. Lancement donc de l'Impertinent, c'était en pleine pandémie. Comment ça s'est passé ? C'est venu comment cette idée ? Faire mon propre site était une idée qui germait en moi depuis longtemps parce que j'étais pas forcément très épanouie dans le journalisme tel que je l'exerçais. C'est ce que je voulais te faire dire tout à l'heure. Ça finit par y arriver. Et du coup, en pleine pandémie, là, j'avais cette interview de Jean-Dominique Michel qui, pour moi, allait à contre-courant de ce qu'on lisait partout. Tu peux nous expliquer qui est Jean-Dominique Michel ? Juste un petit CV pour ceux qui ne connaissent pas cette personne. Oui, alors c'est quelqu'un qui est anthropologue de la santé à Genève et qui, en gros, a une lecture qui rassemble les données, les éléments, les études, et puis qui fait un peu le tri pour
en tirer des conclusions qui sont les siennes, avec lesquelles on peut être d'accord ou pas. Mais disons que dans cette espèce de folie furieuse dans laquelle on était plongé à ce moment-là, tout le monde allait dans le même sens. De nouveau, il n'y avait pas de remise en question des mesures qu'on nous donnait, et je trouvais que c'était important pour le débat public qu'il y ait des voix un peu divergentes dans tout ça, dans cette masse. Et du coup, j'ai pas trouvé de support. Le média pour lequel je travaillais à l'époque a renoncé à publier cette interview, donc je me suis dit bon, tant pis. Alors, est-ce qu'on peut savoir les causes, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce qu'ils ont invoqué comme que c'était trop long déjà. D'accord. Et puis aussi qu'à ce moment-là, on savait pas trop qui était Jean-Dominique Michel. Les propos étaient étaient assez audacieux, on va dire, dans cette interview. Donc je pense qu'ils ont été un peu frileux aussi de se lancer là-dedans, de prendre position à ce point-là. Et donc du coup, ça a été pour moi l'occasion de lancer l'impertinent. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça rencontre un tel succès. Du coup, j'ai dû un peu me sortir du lit et de me dépêcher de créer quelque chose, la page Facebook, vite, le machin, le truc. Et même une chaîne YouTube. Voilà, ouais, ça s'est fait sur le tas aussi. C'est un peu l'impertinent va être un peu un laboratoire d'idées aussi où j'essaye des trucs vu que je suis un peu seule à la barre. J'ai bien sûr des amis journalistes qui me donnent des conseils, mais j'ai besoin de tester moi-même, de faire mes expériences pour pouvoir définir la ligne éditoriale de l'impertinent. Si je te dis que ce serait une sorte de Mediapart roman, forcément, on t'a peut-être même déjà posé la question. Tu trouves que c'est pertinent ou pas vraiment? Je pense pas qu'on soit. Je pense que c'est flatteur, mais j'en suis pas du tout là encore. Mediapart jouit d'une telle notoriété qu'il a accès à des sources et à des informations que je suis loin d'avoir, vraiment. Une autre question, c'était ton journalisme que tu fais. Tu le définirais comment? C'est du journalisme d'opinion, d'influence, d'investigation? C'est un mélange des trois? C'est encore autre chose? Alors ce qu'on propose principalement, ce sont des enquêtes de fond et des interviews. Ensuite, j'aime pas trop mettre d'étiquette à l'impertinent, contrairement à ce qu'on m'a dit, qu'il fallait absolument trouver une niche et puis trouver un ton, une ligne éditoriale, des trucs assez calibrés, clairs. Boss ta com un peu. Voilà, marketing, tout ça. J'ai pas voulu suivre ce chemin-là et puis sortir un peu des sentiers battus, puis pas faire comme tout le monde. Et ça me dérange pas du tout que l'impertinent n'ait pas d'étiquette pour l'instant. Ça me permet une liberté de ton plus large et j'ai envie que ça continue comme ça. Et je pense que vu qu'on est dans un monde où les choses évoluent tellement vite, où tout change constamment, la moindre, on le voit avec la pandémie d'ailleurs, je veux dire, il y a un an, on ne se doutait pas une seconde qu'on en serait là. Du coup, je pense que c'est peut-être risqué d'essayer de se définir, en fait. Je pense que l'impertinence définira au fur et à mesure de son travail et des preuves qu'il pourra faire. On est avec Amel Debay cet après-midi pour parler de ce nouveau média que tu as créé qui s'appelle l'Impertinent. Impertinentmedia.com, c'est le site internet avec un petit abonnement à 10 francs en fait, par mois, c'est ça? Exactement. Est-ce que ton journal, on t'a déjà posé la question, ne devrait pas plutôt s'appeler peut-être le pertinent? Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'impertinence, c'est plus trop à la mode. Tu sais, aujourd'hui, on est pop, on est lifestyle, mais impertinent, c'est un peu bizarre. À moins peut-être que ce soit comme la liberté d'expression, c'est-à-dire que l'impertinence soit devenue un combat. Oui, je pense que c'est le cas. Et puis, l'impertinent n'a pas vocation de suivre les codes, les règles établies. Et puis, j'ai choisi ce terme parce que je pense que c'est l'adjectif dont on m'a le plus qualifié tout au long de ma vie. Donc, je trouvais que c'était cohérent. Alors, pourquoi pas l'impertinente, du coup? Parce que je n'ai pas non plus vocation à incarner le média. Il représente plusieurs pigistes. C'est un média un peu collaboratif quand même, participatif. Et puis, j'ai pas envie de l'incarner totalement. On parle de la liberté de la presse. Cette année, la Suisse passe du 6e au 8e rang dans le classement mondial de la liberté de la presse. C'est pas bon signe. À ton avis, où est le problème aujourd'hui? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un grand problème de financement. On est obligé aussi de choyer un peu le financement qu'on a réussi à obtenir. Je pense notamment à Chopard. Cette année, la directrice de Chopard a été visée par une plainte pour harcèlement sexuel aux États-Unis et personne n'en a parlé en Suisse. D'après ce que j'ai cru comprendre, mais bon, j'ai pas confirmé cette information, mais les rédactions auraient été on leur aurait dit d'éviter de parler de ça, disons, parce que Chopard, c'est un des
des annonceurs importants. C'est toujours quelque chose, quand j'y réfléchis, qui me fait mal à la tête. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui qu'on aide beaucoup la presse qui est un peu à l'agonie, dit-on, en Suisse. On l'a vu quand même avec des magazines, des journaux qui ont fermé. Et puis en même temps, quand on regarde derrière sur Wikipédia qui détient ces journaux, on voit que ce sont des millionnaires. C'est un peu bizarre quand même. Hein. Oui, tout à fait. Bon, c'est surtout le cas en France, je trouve. En Suisse, c'est des grands groupes. Mais qu'est-ce que tu veux dire que... C'est bizarre de demander de l'argent, on n'a plus rien, puis les caisses sont vides, puis d'un autre côté on est financé par des grands groupes derrière avec des gens qui sont millionnaires. Oui, bien sûr, mais bon, je pense que c'est un peu pareil. C'est une règle générale, quand plus on est riche, plus on a envie de l'être et moins on a envie de dépenser d'argent, quoi. C'est un peu comme ça, une des raisons pour lesquelles on est riche d'ailleurs, je pense. Et à mon avis, ces grands groupes-là fonctionnent un peu sur ce modèle-là. En tout cas, on nous a amené le modèle numérique comme un modèle de pluralisme, mais moi quand je vais sur Google Actualité, je me rends compte, et c'est à mon grand étonnement, et ça me laisse assez dubitatif en fait, qu'il y a beaucoup d'articles qui sont en copier-coller. Alors on voit plein de titres de journaux qui passent, mais ce sont exactement les mêmes gros titres et exactement les mêmes textes. Ça fait un peu peur quand même, surtout que c'est pour la Suisse romande. Donc, Oui, ça c'est le problème des rédactions usines qui sont, il y en a qui sont un peu la norme chez certains médias en ce moment. Quand on prend une dépêche et qu'on la retouche pas du tout et qu'on la modifie pas pour son lectorat, etc. Enfin, on a fait de l'information un produit de consommation en fait. Et je pense que ça c'est assez dommageable pour le débat. Il y a une question aussi que je voulais te poser. Tu sais, j'ai entendu, et toi j'imagine aussi, pendant des mois, les journaux télé, radio, la presse relayaient quasi en non-stop, tu sais, le nombre des malades ou de morts en Chine, selon le gouvernement chinois, à une époque où l'on n'a jamais autant parlé de fake news. Alors je me suis demandé, tiens, c'est bizarre, d'un côté, on a des journalistes qui tentent d'enrayer le phénomène avec du fact-checking, mais toutes les heures, on nous bassinait d'informations invérifiables en provenance du gouvernement chinois, un gouvernement et un État totalitaire. Est-ce que toi aussi, ça t'a interpellé tout ça? Oui, tout à fait, c'est complètement paradoxal. Et puis, je trouve qu'il y a quand même un problème avec la nomenclature actuelle en ce moment. On met un peu tout dans le même sac, notamment avec le complotisme. On met des étiquettes un peu sur les gens et sur les choses et sur les réflexions. Et du coup, on est parti dans un truc complètement polarisé où il n'y a plus du tout d'équilibre, en fait. Et pas de débat, du coup. C'est le débat est le premier à en souffrir, effectivement. Et on est cet après-midi avec Amel Debay de l'Impertinent. Et pas l'Indépendant, comme j'avais dit tout à l'heure hors antenne, je sais pas pourquoi. Mais ça lui va très bien aussi, vu qu'il est indépendant. L'Impertinent, j'ai retenu la date de création, 14 avril 2020, un média en ligne qui traite de plein de sujets d'actualité et qui ne concerne d'ailleurs pas que la Suisse romande, puisque tu as interviewé notre bon ami Jacques Attali. Absolument, un grand moment de journalisme. Tu l'as énervé. Écoute, je pense qu'il lui en faut pas beaucoup, mais non, on a des rapports quand même assez sympathiques. Tu as aussi abordé un thème un peu tabou, un peu difficile, la pédophilie, dans un long article récemment. Et puis j'ai vu aussi que ce qui est cool, c'est que l'Indépendant est un site participatif. L'Impertinent. L'Impertinent, excuse-moi. Tu vois. Je m'en doutais que tu allais le faire un moment ou un autre. Oui. Mon Dieu. Je vais jeter ma tête par la fenêtre, comme je te disais, puis en acheter une autre, je pense. Donc l'Impertinent, et j'ai voté moi aussi parce que je me suis abonné, et du coup j'avais voté pour le business des radars, mais en fait c'est les anti-vaccins qui vont passer. Voilà, tout à fait. Alors donc, c'est ce qui se passe, c'est que l'Impertinent a vocation à remettre l'information au service du public, donc à permettre à ses lecteurs de choisir les sujets d'enquête qu'ils voudraient voir traités, parce que je trouve qu'il y a quand même énormément de journalistes qui écrivent pour eux-mêmes et qui oublient un peu l'intérêt public, l'intérêt général dans leur travail. Du coup, c'est contre ça que j'essaie de me battre avec l'Impertinent, et j'ai proposé aux gens en fait de me soumettre quelques sujets, et puis ensuite il y a un petit sondage, voilà, qui vise à définir les prochaines enquêtes de l'Impertinent. Et donc là, ce sera effectivement les arguments des anti-vaccins. D'accord, sans grande surprise. Il n'y avait rien sur la RTS ou Couleur 3? Pas encore, mais ça peut venir. Écoute, il suffit de demander et puis... C'est qui ton lectorat? T'as regardé un petit peu? T'as des chiffres? Alors au début, ça a été dans le monde entier en fait, avec cette fameuse interview qui a suscité beaucoup de réactions. C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées? Écoute, je pense qu'il y a un peu de tout. En fait, je t'avoue que pour l'instant, je me suis pas encore penchée sur la phase très chiffrée de l'aventure. Je m'intéresse surtout au contenu en fait.
et puis à créer cette équipe d'impertinents pour aller chercher les informations un peu à gauche à droite. On va dire que tu t'adresses plutôt à des cerveaux qu'au panier de la ménagère, quoi. On segmente pas comme ça le public. Exactement, oui, tout à fait. Je suis tombé sur un article d'opinion intitulé Deux poids, deux mesures à la RTS, point d'interrogation, de l'hebdomadaire politique suisse roman qui s'appelle Gauche Hebdo, qui m'a sensibilisé à quelque chose auquel je n'avais absolument pas pensé, je n'avais pas du tout conscience de cette chose-là. C'est le choix des mots, en fait, quand on traite d'un sujet en tant que journaliste. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu es très attentive ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'on a une grande responsabilité quand on écrit un article. On choisit pas nos expressions par hasard. Ça peut avoir des conséquences, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Mais je trouve que justement, dans cet article que tu cites de Gauche Hebdo, le point intéressant, je trouve, c'est de dire que, en gros, on est tous devenus un peu esclaves de ces agences de presse qui donnent l'info comme elles souhaitent le donner. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de travail de modification qui est fait, voilà, on est tous un peu des suiveurs, c'est ça ? Ouais, voilà, des suiveurs. ATS Keystone, c'est justement l'agence de presse avec laquelle les journaux, les médias romans travaillent beaucoup, dont la RTS. Comme ça, vous pouvez savoir si ça vient de l'agence de presse ou ça a été produit par la rédaction de la RTS, par exemple. Moi, en tout cas, je rentre beaucoup ce mot-clé dans Google pour savoir à qui je parle. Mediapart a annoncé il n'y a pas très longtemps la création d'un poste de gender editor avec une personne responsable éditoriale aux questions du genre pour plus d'inclusivité dans le traitement de l'information. Est-ce que toi, tu trouves ça, c'est une bonne idée ou c'est de l'opportunisme de circonstance ? Alors, quand on parle de gender editor, il s'agit de quelqu'un qui va s'assurer qu'il y ait de l'écriture inclusive dans tous les textes. Exactement, qu'on va parler des femmes autant que les hommes, etc. Je pense que c'est une parité. Ouais. Je suis pas sûre que de cloîtrer, confiner comme ça les problématiques soit le meilleur moyen de lutter contre les dites problématiques. Enfin, je vois pas trop comment. Est-ce qu'il y a un racial editor ? Est-ce qu'il y a un, je sais pas, sexual editor ? Enfin, ça peut partir loin cette histoire. Ouais, non, pour moi, c'est clairement de l'opportunisme. Un vegan editor. Ouais, voilà. Mais on peut tout imaginer si on part sur ce chemin, quoi. En tout cas, ça va recréer de l'emploi. Du coup, oui. Il y aura plus d'éditeurs que de journalistes. Moi, je verrais bien l'interview d'un gender editor de Mediapart. Tu vois, comment on se sent quand on est gender editor chez Mediapart ? Propose ça et puis on va voter. Exactement. Ouais, c'est intéressant. J'ai l'impression aujourd'hui avec les réseaux sociaux que tout le monde est un petit peu journaliste, enquêteur, que certains d'ailleurs profitent du flou artistique ou juridique. Je sais par exemple qu'en Suisse, j'ai enquêté entre guillemets là-dessus. Moi, demain, je peux mettre une plaque en bas de chez moi en disant psychologue et ouvrir mon cabinet. Je peux le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu ne trouves pas qu'il y a un peu ce flou artistique et il manque de réglementation autour du métier de journaliste ? Puisque plus ou moins tout le monde peut le faire. Moi, je peux imprimer une carte de presse en disant voilà, je travaille indépendant, je suis journaliste, etc. Oui, tout à fait. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure parce que je me dis que encore une fois, si on fait du bon travail et qu'on se crée nos expériences, nos opportunités, c'est comme ça qu'on forge un peu son image professionnelle en fait. Moi je serais mal placée pour dire qu'il faut être validé par des diplômes ou des cursus préétablis. Je pense que quelqu'un qui n'a pas sa place dans le métier finira un jour ou l'autre par s'effacer, enfin faire des articles qui pourraient le se discréditer tout seul en fait. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, ça reviendra peut-être. Si ça revient, on fait un bonus tout à l'heure. D'accord. Tu es, au ce moment, on peut le dire, au chômage. Tu n'es pas rémunéré pour l'impertinent, puisque c'est sous la forme d'une association. Est-ce que tu t'es donné un but pour que le modèle devienne, j'allais dire, peut-être pas pérenne, ou en tout cas viable ? Alors bon, c'est vrai que toutes ces questions-là, qui sont d'ailleurs importantes, absolument, je me les suis pas encore posées. C'est vrai que toi, tu as tout fait dans la précipitation, en fait. Tu as tout lancé. Et puis, Exactement, ça a été un peu l'urgence, la précipitation. C'est après que j'ai commencé à réfléchir. Et étant donné que je vis pas de l'impertinent, les abonnements servent à rémunérer les pigistes et puis à rémunérer le fonctionnement, parce que le site a quand même un coût. À chaque fois que tu veux faire une campagne des
enquêtes, machin. J'en profite pour dire que je vais bientôt lancer une campagne de crowdfunding afin de financer une enquête que je souhaite faire, notamment au Sénégal, dont je peux pas vraiment parler pour l'instant parce que c'est assez secret. Mais c'est un lien avec la Suisse, c'est tout ce que je peux dire. Ah. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à soutenir l'impertinent pour l'envoyer au Sénégal. Et moi je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions inconvenantes. Mais je t'en prie. Cet après-midi, et grâce à toi, du coup je suis abonné à deux journaux. Ouais. Le tien et le journal de Mickey. Tu vois. Ah parfait, c'est un peu sur la même vague. Donc... oui, je préfère qu'on parle aux petits comme des grands qu'aux grands comme des enfants des fois, tu sais. Donc ça va très bien pour moi. T'es mal barré en ce moment. En tout cas, l'impertinent sous-titré l'information au service du public, c'est sur l'impertinentmedia.com. 10 francs par mois, et ça c'est pour lire puis réfléchir. Merci beaucoup Amel. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bientôt. À bientôt.